Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Commençons tout de suite avec le voyage à la haie. Le 7 août est l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, notre cher pays. Nous organisons un voyage pour célébrer cette fête de l'indépendance avec le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui sont déportés, qui ne peuvent pas aller en Côte d'Ivoire. Alors, nous allons déporter cette fête pour aller vers eux à Scheveningen pour rester toute la journée du 7 août avec eux. Et il faut que la fête soit belle pour leur montrer que nous sommes avec eux, pour dire au président Laurent Gbagbo que c'est lui que son peuple reconnaît, c'est lui que son peuple a choisi et que nous devons être avec lui pour lui montrer que nous sommes là, nous l'aimons et que c'est lui le président de la Côte d'Ivoire. Alors, j'invite tous les panafricains, tous les patriotes à venir massivement à cette fête. Départ le jeudi 6 août à 23h à la gare du Nord et le retour, bien évidemment, le 7 août 2015. Merci. Tout de suite, presse africaine par Afrique Média TV. Commençons avec la Nouvelle Tribune qui a titré cette semaine « Attentat de Djamena, dure flagellation pour le Tchad ». Selon la Nouvelle Tribune, après la double attaque de mi-juin dans laquelle 38 personnes ont trouvé la mort, Boko Haram a une fois encore frappé Djamena par un attentat meurtrier qui a fait au moins 15 morts et 80 blessés. Restons avec la Nouvelle Tribune qui a aussi titré cette semaine « Lutte contre Boko Haram au Nigeria ». Buhari démet des responsables de l'armée. Le journal indiquait à cet effet que c'est un véritable coup de balai dans l'armée nigériane. Le président Muhammadu Buhari a démis lundi dernier 2 hauts responsables de l'armée. La présidence a annoncé le limogeage des chefs de l'armée de terre et de l'armée de l'air par le président Buhari qui veut plus de dynamisme et d'efficacité dans la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Info Gabon de son côté nous a fait savoir en semaine que la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest sera construite au Mali. Selon ce journal, le Mali va héberger la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest. L'accord a été signé vendredi 10 juillet 2015 à Bamako entre la société norvégienne Skak Solar et ses partenaires IFC Infraventures du groupe Banque mondiale et Africa Power One, le ministère malien de l'énergie et de l'eau, la société d'électricité du Mali et la compagnie nationale malienne d'électricité. Continuons ce round-up de la presse avec le journal El Watan qui a indiqué cette semaine que le secrétaire général du RND épingle le populisme du gouvernement et son incapacité à assumer les décisions qui s'imposent pour faire face à la crise économique. Du côté du Bénin, le matinal nous a fait savoir que les noms des présidents Alassane Dramane Ouattara et Boni Aïe sont cités dans une supposée affaire de trafic d'armes. En effet, dit le journal, une affaire d'achat d'armes en Côte d'Ivoire circule sur Internet depuis quelques jours. Il s'agit d'une acquisition extra-budgétaire d'armes de guerre et de matériel militaire pour une valeur d'environ 60 milliards de francs CFA en faveur de la Côte d'Ivoire. Une affaire dans laquelle les noms des présidents ivoiriens Alassane Dramane Ouattara et béninois Thomas Boni Aïe sont cités avec des accusations à l'appui. Tout de suite, actualité au Congo-Brazzaville par M. Bandakani. Mais il faut inscrire la problématique congolaise dans son environnement historico-naturel qui est le précaré français. C'est à la base, c'est à cette tonne-là qu'on peut analyser justement la dynamique qui est en cours au Congo, là, dans ce pays-là. Et vous savez que Sassou Nguesso aujourd'hui, sans le dire, il se prend un peu, il joue un peu le rôle que le vide qu'a laissé Omar Bongo. Ce n'est pas une affaire de doyen d'âge ou de machin et consort. Omar Bongo disputait à Houphouët-Boigny la place de grand ministre des Affaires étrangères de la France en Afrique. Je veux dire que représentant officiel des intérêts français en Afrique, dans le précaré. Et cela donne un ensemble d'avantages de sa diplomatie informelle, qui est la vraie, à ce que celui qui joue ce rôle-là est privilégié. Il est un élément stabilisateur
Et en tant qu'élément stabilisateur, c'est-à-dire qu'on ne le bouscule pas. Donc Bongo, le vieux père Bongo, a joué ce rôle-là pendant longtemps. On pouvait dire de changer partout. On ne disait pas à Bongo n'importe quoi de changer. Lui, il faisait ce qu'il voulait. Il démettait même les ministres en France. Absolument. Pourquoi? Parce qu'il était au cœur de la mafia france-africaine. Monsieur le président Sassou Nguesso aujourd'hui est un peu dans cette posture, même s'il n'a pas la carrure et le toffe de Bongo, entre guillemets, du vieux Bongo. Donc, le débat sur la révision constitutionnelle ou pas, Congo-Brazzaville, mais c'est un faux débat. Ah oui. C'est un faux débat, pourquoi? Mais, dis donc, est-ce qu'il y a les constitutions dans le précaré français? Il faut qu'on soit sérieux. Moi, j'ai déjà pas cette affaire, je suis fatigué de cette affaire. Il n'y a pas de constitution dans le précaré. Parce qu'une colonie n'a pas de constitution. C'est un département de la métropole. Soyons sérieux. Quand vous savez une constitution, alors que vous n'avez aucun contrôle sur vos matières premières. Aucun. C'est-à-dire que dans la constitution, on ne parle même pas de ça. Quand vous savez une constitution, quand vous n'avez pas de diplomatie. Alors, vous êtes à l'ONU, vous êtes le bétail électoral de Paris. Vous répétez ce que Paris dit. C'est le ministre des Affaires étrangères de Paris et le patron du ministère des Affaires de tout le reste du précaré. Vous n'avez pas de monnaie. Est-ce que dans la constitution congolaise, là, on parle de la question de la monnaie, par exemple? Donc, dans ce cas-là, alors, que vaut, excusez-moi, ce papier-là qu'on appelle constitution? Il faut qu'on soit sérieux. Je n'ai rien contre, hein. Mais il faut que je suis en train d'interpeller les constitutionnalistes africains, les juristes africains, qui me disent comment est-ce qu'on peut concilier une constitution qu'on appelle loi fondamentale et le fait que le pays est vidé de tous les paramètres matériels de sa souveraineté. Dans ce contexte-là, à quoi sert ce papier-là, ce machin? C'est un artifice. Et comme c'est un artifice, mais le plus fort, le plus bien placé du moment, dans la coterie, mais il change quand il veut. Sassou Nguesso, il est allé en France voir le patron Hollande. Ils se sont arrangés. Ils se sont entendus, ils se sont arrangés. Bon, je sais pas, peut-être le financement électoral va passer là, il y a beaucoup de marchés, Hollande va s'enrichir aussi un peu. Ça fonctionne comme ça. Ils se sont arrangés, ils disent que va. Comme les opposants aussi là-bas, bon, ils vont crier, mais beaucoup aussi lorgnent à Paris, ils savent que bon, on ne peut rien faire sans Paris. Bon, ils vont crier, on peut s'arranger. On peut s'arranger. Donc pour moi, c'est un faux débat. Ce débat de la Constitution, cette fiction-là, politique qu'on fait autour des constitutions, c'est de la sorcellerie, c'est du vampirisme politique. Ça n'a pas de sens. Le débat aujourd'hui, c'est, quel est l'a dit, quel est le projet politique qui a derrière cette révision? C'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que si ça arrivait, moi je ne suis ni pour... mes positions sont connues par rapport à cette affaire. Ça arrivait, ça profite à qui? C'est pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et par rapport à ça, la question est claire. Le président Sassou Nguesso ne s'est jamais prononcé. Lui, c'est un fidèle de la France-Afrique. Il a grandi dedans, il risque même mourir dedans. C'est un fidèle. Et la France-Afrique, c'est un projet condamné par l'histoire. C'est un projet que les pays africains les peuples africains doivent liquider. Donc par rapport à ça, j'ai dit, vraiment, c'est une affaire, qu'on débat de ça, c'est un peu même fatigant. Donc, permettez, quand M. Hollande, vous êtes en train de parler du président Hollande, quand il faisait sa tournée depuis Dakar pour manipuler les foules africaines, il s'est présenté comme un défenseur de la démocratie et des droits de l'homme. Et quand il était au Cameroun, il a dit que bon, eux, ils n'imposent rien. C'est que la démocratie et les droits de l'homme sont des valeurs universelles. Mais c'est n'importe quoi. Il parle de quelle valeur universelle? Si une valeur est universelle, elle convient à tout le monde. Et en tout temps. Et en tout temps. Karl Marx nous a appris ça. Karl Marx nous a appris que ce qui est universel est aussi en même temps spécifique. Dans ta dialectique, non. Spécifique. Il nous a appris ça donc. Hollande ne dit pas que parmi les valeurs universelles, les vraies valeurs universelles, c'est la lutte des peuples contre l'oppression. Ça, c'est la valeur universelle depuis la nuit des temps. Ce qui caractérise les peuples, c'est la lutte contre l'oppression. La lutte contre l'impérialisme, contre les dominations illégitimes. Ça, c'est des valeurs universelles. Parce que la démocratie, c'est occidental, là. C'est depuis Athènes, hein. Mais l'histoire n'a pas commencé à Athènes. C'est récent. Et à Athènes, quand les gars débattaient à l'agora, ils faisaient le bruit à l'agora, ils parlaient entre eux, ils étaient assis sur un matelas d'esclaves. Et les princes qui débattaient là-bas disaient que les esclaves ne sont pas des êtres humains. Donc la condition de la démocratie occidentale bourgeoise, c'est qu'il y ait les esclaves. Et les démocraties dans les colonies françaises d'Afrique, c'est qu'on démocratise alors qu'il y a un matelas d'esclaves.
et les esclaves, c'est la majorité des peuples africains. Il faut rompre ça, il faut casser cette dialectique du maître et de l'esclave. Et il faut casser ça complètement. Moi, je ne suis pas en train de voir la dynamique constitutionnelle initiée par M. Sassou Nguesso aller dans cette logique. S'il gagne, tant mieux. Il ne gagne pas, moi je m'en fous. D'accord, merci beaucoup, Président Bandakane. Tout de suite, les titres de l'actualité en Syrie. L'armée poursuit ses opérations à Zabadani et détruit un tunnel des terroristes de 70 mètres de longueur. Deux officiers de la police turque tués dans une attaque à Şanlıurfa. Les avions de combat saoudiens poursuivent leur agression contre le Yémen. Et pour finir, France, agriculture, un élément, TV Liberté. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de notre édition Agriculture, les éleveurs sont dans la rue et les raisons de leur colère sont multiples. Sur le plan international, les sanctions prises contre Moscou dans la crise ukrainienne ont poussé le président Poutine à mettre en place un embargo contre les produits alimentaires occidentaux. La France se prive ainsi d'environ 750 milliards d'euros de débouchés et la réorganisation de la production agricole russe laisse penser que les conséquences de l'embargo survivront au-delà de sa levée. Sur le plan européen, le porc allemand qui ne part plus en Russie est excédentaire et a engendré la baisse des cours. La concurrence intra-européenne voulue par Bruxelles est également liée à l'effondrement des prix. En effet, l'Espagne n'a pas les mêmes contraintes environnementales que la France. L'Allemagne emploie quant à elle une main-d'œuvre venue des pays de l'Est sans charge sociale. En France, la table ronde du 17 juin autour du ministre de l'Agriculture n'a eu aucun effet sur les distributeurs et les industriels qui continuent d'augmenter leurs marges au détriment des éleveurs. Le gouvernement est également responsable de la surproduction actuelle par son zèle à transposer les normes européennes en droit français. Et tout en légèreté, François Hollande avait profité dimanche de sa sortie sur le Tour de France pour inviter les distributeurs à augmenter les prix de la viande et inciter les consommateurs à acheter des produits français. Après avoir refusé de venir à Caen, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, s'est finalement rendu à la préfecture du Calvados pour entendre les éleveurs. Ce mercredi, à l'issue du Conseil des ministres, il a détaillé les 24 mesures du plan d'urgence du gouvernement. L'État, et nous l'avons déjà engagé la semaine dernière, demandera une restructuration de l'ensemble des dettes de long et de moyen terme pour les éleveurs en situation difficile qui le souhaitent, avec un accent particulier qui sera mis sur les jeunes agriculteurs et les récents investisseurs. Pour faire cette démarche et aider les éleveurs et les agriculteurs, le fonds d'allègement des charges sera porté à 50 millions d'euros. Et un dispositif de la BPI de garantie bancaire pour le renforcement de la trésorerie sera mobilisé au profit des éleveurs pour garantir jusqu'à 500 millions d'euros de crédit bancaire. Pour la FNSEA qui demandait 1 milliard, les annonces sont insuffisantes et ne répondent qu'au court terme. De son côté, la FDSEA du Calvados a demandé la suspension des blocages routiers. En novembre 2014, le député du Vaucluse, Marion Maréchal-Le Pen, constatait déjà que 75% de la viande bovine et 80% des volailles servies dans les cantines n'étaient pas d'origine française. L'ancien ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, a invité François Hollande a tout faire pour ouvrir le marché russe et a dénoncé le manque d'anticipation du gouvernement. Il est vrai que les agriculteurs ne représentent plus que 8% de la population française et ont la fâcheuse manie de voter à droite, une droite qui ne les a pas non plus épargnés lors des précédents mandats. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.